À quoi ressemblerait ta crèche si tu pouvais t'entourer des meilleurs ? Moi, c'est ce que j'ai fait. Pendant les 15 dernières années, de la crèche collective associative à la micro-crèche privée, j'ai tout expérimenté. La petite enfance est un métier à forte contrainte, mais aussi à forte valeur ajoutée. Avec les meilleurs psys, pédiatres, directeurs pédagogiques et les meilleures formations, j'ai pu développer la qualité d'accueil et la qualité de vie au travail. Alors si toi aussi tu es motivé par la qualité, bienvenue dans Référence Petite Enfance, bienvenue dans ton podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Référence Petite Enfance. Aujourd'hui j'accueille Claire Groslot qui est présidente fondatrice de La Belle Vie. La Belle Vie, c'est l'association qui met de l'écologie dans nos crèches depuis assez longtemps. Bonjour Claire, ça fait combien de temps déjà ? Bonjour Amal, eh bien moi ça fait presque 25 ans, l'âge de Pablo, mon fils aîné, que j'œuvre dans le monde de la petite enfance. Ouais, 25 ans, t'es pire que moi, hein. Moi ça fait 16 ans et toi déjà 25. C'est une question d'âge de nos enfants peut-être. Exactement, tu crois pas si bien dire, parce que moi c'était il y a 16 ans et ma fille elle vient d'avoir 17 ans. On se demande parfois pourquoi les gens sont dans la petite enfance, mais en fait il y a souvent ce retour à l'enfance quand on a nos enfants. Mais toi, c'est quoi ton histoire avec l'écologie et avec les crèches ? Alors mon histoire avec l'écologie, je crois qu'elle date de ma petite enfance. Ça s'appelait pas une histoire avec l'écologie, mais en tout cas, quand je réfléchis à mes expériences de nature, à quel moment je me suis intéressée au vivant en dehors de moi, c'était à l'école maternelle et c'était en particulier des cloportes. Je ne sais pas si tu vois ces petits animaux qui sont des myriapodes là, qui se mettent en boule. Et donc moi j'adorais les toucher et faire en sorte qu'ils se mettent en boule, ne jamais les écraser, etc. J'ai pas fait partie des enfants qui écrasaient les fourmis pour voir ce que ça leur faisait ou qui faisaient fumer des crapauds, mais vraiment j'ai fait partie des enfants qui étaient au contact de ces petites bêtes et qui s'y intéressaient. Je vois bien les bêtes dont tu parles, et moi je les détestais, elles me faisaient peur et je trouvais ça horrible. Ben moi, je les gardais dans ma main et la maîtresse voulait me les faire lâcher et je les gardais toute la journée, les pauvres, dans la main. Et le soir, quand ma maman venait me chercher, la maîtresse disait, bon, bah, j'ai pas pu lui faire lâcher les cloportes. Donc voilà, mon premier contact vivant, il est là, avec le vivant, le reste du vivant est là. Et pour moi, c'est ça, mon contact avec l'écologie, il est passé par le rapport aux animaux. Ok, donc ton premier rapport avec le vivant, c'était à l'école maternelle, et ça a donné quoi par la suite ? Tu as choisi peut-être des études dans l'écologie ou liées en fait à la nature ? Moi, je voulais être vétérinaire en Afrique. Je ne sais pas si tu as connu la série qui s'appelait Daktari, mais c'était un vétérinaire en Afrique qui sauvait ou soignait les animaux sauvages. Donc c'est ce que je voulais c'est ce que je voulais faire. Et finalement, après 2 prépas véto qui demandaient une charge de travail et surtout sur un système de sélection qui ne me convenait pas du tout, j'ai décidé d'aller en faculté de biologie. Voilà. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de faire un 3e cycle en toxicologie de l'environnement. Et là, j'ai commencé vraiment à bifurquer sur alors, le vivant, mais tous les écosystèmes. Et en fait, toxicologie de l'environnement, c'est l'impact des substances chimiques sur l'environnement au sens très large, du microbe à l'humain, en passant par tous les autres êtres vivants. Qu'est-ce que ça fait au sol ? Qu'est-ce que ça fait ? On en entend parler maintenant. Qu'est-ce que ça fait au vers de terre ? Tu vois, quand on met une substance chimique, un engrais ou un pesticide dans l'agriculture, qu'est-ce que ça génère ? Où est-ce que ça va polluer ? Qu'est-ce que ça devient ? Comment t'es passé de ton amour pour le vivant, plutôt nature, extérieur, à la belle vie, on met de l'écologie dans les crèches ? J'ai quand même une sensibilité du vivant et l'être humain est un être vivant. Donc j'ai évidemment cette appétence du contact avec les autres, mais je ne connaissais rien au monde de la petite enfance. Et c'est en ayant un enfant que j'ai découvert ce monde de la petite enfance. Je fais juste un petit lien quand même. Quand on aime le vivant et qu'on a un rapport de proximité avec les animaux et tout ce qu'on peut dire de naturel, on a aussi un rapport de proximité avec les jeunes enfants qui, selon moi, sont le maillon qui nous raccorde au reste du vivant.
Le jeune enfant, selon ce que j'ai observé et ce que je défends, est le petit homme, le petit animal, pardon pour ceux qui vont être froissés d'entendre ça, mais est le petit animal humain qui est le pont entre l'humain adulte, qui s'est éloigné, qui s'est déconnecté, qui s'est décorrélé du reste du vivant, et le vivant. Et je trouve que ce que j'ai rencontré avec les jeunes enfants, c'est ça, c'est-à-dire qu'on dit « Ah, vous apprenez aux enfants », on n'apprend rien du tout aux enfants. L'enfant, le jeune enfant, est connecté au reste du vivant. Pour lui, c'est instinctif, naturel. Et ce qu'on a complètement détruit, nous, adultes, c'est justement cette connexion au vivant. Et quand on dit connecter les jeunes enfants, non, c'est empêcher les adultes de les déconnecter du reste de la nature. Je vois, et on a fait un peu le même parcours en fait, parce que moi j'étais pas du tout non plus intéressée par la petite enfance. Et comme toi, quand j'ai eu ma fille, en fait, j'ai découvert toute la richesse des métiers de la petite enfance. Et comme toi, pour moi, les enfants, c'est des petits animaux, mais les adultes aussi. Et quand je me souviens quand ma fille était petite et que j'étais allée voir son pédiatre, j'étais toute angoissée, je sais plus pourquoi. Et il m'avait dit, vous savez, les petits bébés, c'est des animaux, c'est comme des animaux. Ils ont besoin de repères, comme un petit chien, comme un petit chat, pour être sécurisés. Il leur faut des repères. Donc, vous ne posez pas trop de questions, mais essayez de lui donner des repères. Et donc, voilà, déjà, lui, qui était un pédiatre vraiment extraordinaire, il avait tout de suite fait ce lien-là entre notre nature animale et nos besoins quand on est tout petit. Oui, je me reconnais bien là-dedans. Mais si tu veux, à l'époque, ça n'était pas du tout conceptualisé ou intellectualisé. Là, a posteriori, j'en parle comme ça, mais ce qui s'est passé quand j'ai eu mon enfant, et intuitivement, je me suis connectée à cette situation de future maman et à l'accueil de ce jeune enfant qui arrivait. Et j'ai eu beaucoup de demandes. J'avais un cahier des charges assez développé sur l'accueil de mon enfant. Pour moi, ça a été un des moments les plus compliqués de confier mon enfant à un tiers. Oui, j'avais un cahier des charges sur quelle position, quelle posture j'ai avec mon enfant. Tu sais, tu parlais de ce que te disait ton pédiatre. Tu sais, laisser l'enfant naturellement se développer, lui créer ce fameux cadre sécurisant. Alors maintenant, je le dis comme ça, mais à l'époque, je ne l'aurais pas dit comme ça. Pour autant, c'est vraiment ce qui coulait dans mes veines. Comme beaucoup de parents, on a des cahiers des charges, comme tu dis, importants. Et on cherche tous la crèche qui va répondre à nos attentes, nous rassurer, être top pour nos enfants. Alors, toi, à ce moment-là, tu pensais pas travailler dans le milieu de la petite enfance, tu cherchais une crèche pour ton enfant et tu cherchais la bonne crèche. Et qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai trouvé la bonne crèche et c'était une halte garderie qui s'appelait La Maisonnette, fondée par 2 psychologues conscientes du besoin d'accompagnement à la parentalité. C'était un lieu où on jardinait, où on plantait des patates. La nature était présente, c'était des gens qui avaient aussi un espèce de bon sens. Tu vois, ça s'appelait La Maisonnette parce que c'était assez proche du fonctionnement d'une maison. On cuisinait sur place, la cuisinière allait faire les courses au marché à côté. Donc là, toi, tu es scientifique, tu bosses pas du tout dans la petite enfance. Bon, il se passe que tu as un enfant, tout d'un coup, ça t'intéresse, les enfants, tu te découvres. Mais t'en étais peut-être pas non plus à te dire, je vais créer une association pour rendre les crèches écologiques. J'ai eu Pablo, il est allé à la crèche, à la maisonnette. Et puis là-bas, comme j'avais du temps et que j'ai vraiment été touchée par l'arrivée de ce bébé, comme beaucoup de parents, j'ai proposé, je regardais comment fonctionnaient les enfants et j'étais quand même très étonnée de voir que les parents avaient peur de laisser leur enfant au contact de la nature. Tu vois, c'était la terre, touche pas, c'est sale, le caillou, attention, faut pas l'avaler, ou ne le jette pas, tu vas faire mal à quelqu'un, le bâton, tu vas te crever un œil. Tu vois, la nature était à chaque fois source de risques, de dangers, de problèmes. Et là, moi, vraiment, je tombais de l'armoire et je me disais, c'est quand même étrange. Donc j'ai proposé à la crèche, à la maisonnette, je leur ai dit, qu'est-ce que vous pensez si on faisait des petits ateliers où j'apporterais des matériaux pour que les enfants puissent toucher des matières différentes, donc tu vois, de la terre glaise, du sable, des algues, etc. Et comme c'était une crèche qui était très ouverte, les psychologues et le JE m'ont dit, mais oui, c'est super, et ça nous intéresse, et en plus, ça va nourrir notre projet pédagogique parce que vous allez beaucoup apporter aux enfants. Moi, je me disais que j'allais apporter à l'écologie en disant c'est pas possible que ces petits dômes-là soient pas connectés à la nature. Et elle me disait mais vous allez beaucoup apporter aux enfants parce qu'aujourd'hui, on leur offre du bitume, du béton, etc.
Donc ça, c'est ton premier pas dans la petite enfance. Tu fais des ateliers dans la crèche. Il y a eu, oui, ces ateliers, et puis progressivement dire, ok, mais c'est intéressant, mais quand moi j'interviens, il se passe des choses, et souvent quand je pars, après il se passe plus grand-chose. Donc donner des outils aux professionnels pour faire vivre ces expériences, ensuite former les professionnels pour qu'elles le fassent à ma place. Puis on m'a appelé dans d'autres crèches, donc j'intervenais dans plein d'établissements dans le sud de la France. J'ai passé beaucoup de temps, donc j'ai pu découvrir beaucoup de pratiques qui m'ont surprise, et notamment l'entretien des locaux. Et ça, c'est sûr qu'avec ma formation de toxicologue de l'environnement, lire une étiquette ou lire une fiche de données de sécurité, c'était simple. Et donc je les ai sensibilisés en disant, mais vous savez, pourquoi vous utilisez ces produits ? Ils sont dangereux. Ah mais on est obligé. Alors je suis allée fouiller la réglementation et j'ai vu que non, on n'était pas obligé. Et donc, j'ai progressivement, sur beaucoup de sujets, comme je vivais leur grande proximité, j'ai pu voir des tas de points qui pouvaient être améliorés et qu'elles faisaient par habitude ou par croyance, alors que leur projet initial était bien plus vertueux que ça. Oui, les produits d'entretien, ça a été un gros choc. L'alimentation aussi, ça a été un gros choc. Me dire que, non, on n'a pas le droit d'utiliser des œufs, tu vois, des œufs complets. Mais qui a inventé cette loi, quoi ? Donc je suis allée chercher, et la loi n'existe pas. Hein. Je vous informe qu'on peut utiliser des œufs frais en crèche, en prenant des précautions. Il y a des tas de choses à faire, mais voilà. Et donc c'était des tas de croyances, en fait, qui obligeaient les professionnels à avoir des pratiques qui étaient contraignantes pour elles, qui ne convenaient pas à leur projet initial. Donc c'était toutes ces croyances, en fait, moi ça m'agaçait, ce côté se sentir obligé alors qu'on a beaucoup de liberté. Et d'ailleurs, j'aime bien souvent entendre la DGCS qui rappelle quelle est la loi. Je suis même allée jusqu'à rencontrer au ministère à l'époque un monsieur qui était dans un bureau et qui avait à peu près tous les textes de loi sur la petite enfance, et avec lequel j'ai passé 2-3 heures pour un peu tout éplucher. Il m'avait reçu gentiment et en me disant, oui, ça existe, ça n'existe pas. Tu vois, c'était il y a 18 ans. Moi, je suis juriste. Alors, quand je suis arrivée à l'association de crèche, donc on était en 2007, on me donnait tout le temps des règles. On me disait toujours ça, il faut faire comme ça, si, il faut faire ça, il faut pas le faire, ça, on n'a pas le droit. Et à chaque fois, je disais, mais c'est quoi le fondement de ces règles ? Donnez-moi le fondement. Personne ne savait me dire d'où ça sortait. Donc ça, c'était une espèce de transmission un peu orale. Et puis, il a fallu quand même un peu de temps pour que j'aille lire le décret moi-même, le décret d'août 2000, et que je me rende compte qu'il y avait des choses qui étaient complètement déformées par cette transmission orale, en fait. Et que les gens, quand ils savent plus trop d'où ça vient, c'est un peu mauvais signe. Donc toi, tu as eu ce choc en fait de l'enfant qui n'a plus le droit de toucher à la nature. Tu as eu ensuite le choc des produits d'entretien, le choc de l'alimentation. Bon, à ce moment-là, tu étais encore plutôt dans le côté atelier. Alors, atelier, accompagnement à la réflexion, formation, et chercher des solutions en fait. Dire, ok, qu'est-ce qu'on peut faire ? Oui, mais on n'a pas de fournisseurs. Alors, je cherchais des fournisseurs, après... oui, mais la PMI, ok, on va parler à la PMI. Et puis, on s'est dit quand même, ça serait intéressant de faire, de mettre en place un système. Moi, je venais du monde de l'industrie, où j'avais été un moment en charge de la qualité de mon laboratoire. Les systèmes normatifs, je connaissais bien. Et l'idée, c'était de mettre au point un système qualité environnementale qui permette à chaque établissement de choisir les sujets sur lesquels il allait avancer. Parce que dans la crèche de mes enfants, ça pouvait être l'alimentation. D'autres crèches, ça pouvait être, oui, on voudrait mettre en place un jardin pédagogique. Donc déjà, l'idée était de permettre à chacun d'évoluer, d'avancer à son rythme sur les sujets qu'il souhaite. Et donc, rien de tel qu'un système, une mécanique, une méthode réplicable dans tous les établissements qui permettent à chacun de l'adapter en fonction de ses besoins. Donc en fait, tu as beaucoup de demandes de crèches qui commencent à se rendre compte qu'il y a un problème d'environnement, qui ont envie de faire quelque chose, donc ils viennent te voir. Et là, en fait, tu te rends compte que y a plusieurs sujets. Ça peut être les produits d'entretien, ça peut être les activités pédagogiques, ça peut être l'alimentation, etc. Et tu te dis, il faut qu'on propose quelque chose de réplicable, de systématique, qu'on puisse dupliquer en fait d'une crèche à l'autre, mais on va pas tout faire à la fois, donc on peut aussi faire des sortes d'échelons où la crèche elle peut commencer par travailler sur les produits d'entretien, puis après elle va peut-être passer sur l'alimentation ou d'autres sujets, et donc c'est à ce moment-là que tu as structuré ça comme ça, et c'est là que tu as créé le label. C'était en quelle année ? La démarche Écolo-Crèche est née en 2005 et elle a été testée de façon expérimentale dans 10 crèches à Marseille. Et le label est né, mais très localement, c'est-à-dire c'est les professionnels de terrain qui nous ont dit «
oh c'est super, et alors qu'est-ce qu'on peut faire pour être reconnu puisqu'on a mis en place tous ces progrès, on a dit bon allez on va créer un label si vous voulez. Qu'on a créé un label mais qui était très local et reconnu par 10 crèches au total. Et des fondations qui nous soutenaient, et la Fondation pour la Nature et l'Homme, pour ne citer qu'elle, la Fondation Nature et Découverte, nous ont dit « Mais ce projet est génial, on est sûr qu'il y a d'autres crèches en France qui seraient intéressées pour le mettre en place. Donc vous devriez sortir de votre trou et le l'essaimer en France. » Et du coup, on s'est rapproché de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui est des organes du ministère de l'écologie de l'époque, donc ADEME, Commissariat général au développement durable. On s'est rapproché d'eux en disant voilà, si on veut proposer quelque chose, parce qu'on ne voulait pas faire de bêtises et proposer des choses qui aillent ou qui existaient déjà. Ouais, il n'existait pas grand-chose en fait dans les crèches sur ce sujet-là, rien du tout. En fait, tu es devenu vraiment le soldat, le bras armé de la France pour venir faire de l'écologie dans les crèches. Il n'y avait que toi. À notre connaissance, oui, on était seuls. Après, il y avait plein de démarches isolées, des crèches qui faisaient des petites choses, des petites choses qui faisaient des grandes choses sur un sujet donné, 2 sujets donnés. Tu vois, parce que aussi, qu'est-ce qui nous a poussé à proposer une démarche globale, c'est que, par exemple, les éducs voulaient faire du jardinage, elles faisaient du jardinage, et puis la fille qui faisait l'entretien, elle râlait, elle disait, ouais, ils sont sympas avec leur jardin, mais le sol est toujours pourri. Les bonnes intentions des uns ne résonnaient pas forcément chez tout le monde. Et donc, faire une démarche globale, c'était aligner tout le monde sur l'objectif commun qui est améliorer notre impact, mais en améliorant la qualité de vie et l'expérience des enfants et des adultes chaque jour dans la crèche. Là, tu me dis qu'en 2005, tu crées la démarche écolo crèche. Ensuite, très vite, le label. Mais là, on est en 2024. Donc, c'était quand même il y a près de 20 ans. Qu'est-ce qui a changé en 20 ans? T'en es où aujourd'hui? Alors déjà, en 2009, on a créé la démarche nationale avec l'ADEME, le Commissariat général au développement durable. Et puis, c'est là qu'on a créé le comité de pilotage du label et le référentiel de la méthode. Qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on impose, qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce qui est facultatif. Tu vois, où est-ce qu'on met le curseur, comment on décerne le label. Le premier référentiel, on a mis 1 an à le rédiger. Et puis ensuite, il y a testé sur des crèches qui sont en Île-de-France. Est-ce que ça marche? Testé sur des crèches qui sont en Savoie, qui sont en région Rhône-Alpes. Et on a fait de notre mieux pour les accompagner et adapter la méthode, faire en sorte que cette méthode soit réplicable vraiment sur tout le territoire. Pour autant, notre feuille de route, initialement, ça n'était pas d'avoir 1000 crèches dans le réseau Écolo-Crèche. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il y a. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu un bond parce que ça n'a pas été tellement progressif en fait. Ton ascension, elle a fait un saut là en ce moment. Comment ça a évolué tout ça? Il y a eu différents bonds, tu vois, notamment un jour les dirigeants de Crèche Attitude ont décidé d'engager 1 crèche, puis 2 crèches, 3 crèches, 8 crèches, et puis finalement l'ensemble de leurs crèches. Là, ça a été un sacré bond pour nous. C'est-à-dire que 150 crèches de Crèche Attitude allaient rentrer dans notre réseau. Si on avait 150 crèches, on allait doubler. C'était quand même une grosse étape. Et puis, ça nous a aussi demandé de structurer la démarche, de transmettre un savoir-faire aux directrices de crèche pour ne plus avoir à le faire nous, parce que sinon, tu vois, ça devenait impossible, ingérable pour nous de le faire. Donc il faut transmettre. On a été aussi très soutenus par un concours qui s'appelle La France s'engage, qui nous a vraiment permis de structurer nos outils pour rendre nos pratiques plus faciles à essaimer. Donc ça, c'est l'État qui nous a soutenus et La France s'engage, c'était des moyens financiers et c'était l'ouverture des ministères. Donc là, on est sous François Hollande, donc c'est Laurence Rossignol. La rencontre avec Laurence Rossignol, la rencontre avec Sylviane Giampino, qui était en train de travailler sur le rapport Giampino. Et donc là, on a eu la possibilité d'échanger à l'échelle nationale avec des gens qui allaient influencer tout le monde de la petite enfance. Là, c'était un autre levier, donc signature d'une convention avec le ministère, avec la CNAF, où on est devenu un opérateur de référence sur les questions d'écologie et de petite enfance. Donc en 2012, finalement, tu avais environ 300 crèches, puisque tu en avais 150 et que tu as doublé avec Crèche Attitude qui en a ramené 150. Et là, aujourd'hui, tu dis que vous en êtes à 1000. Et c'est quoi ton objectif? Tu t'imagines aller jusqu'où comme ça? Alors, c'est assez clair. L'objectif, c'est 2500. Pourquoi ce chiffre? 2500, c'est le nombre
qu'on a identifié comme stratégique, qui peut être le point de bascule qui fait qu'on ne pourra plus revenir en arrière. Voilà, s'il y a 2500 établissements qui sont dans une démarche innovante de pratiques éco-responsables, qui défrichent, qui montrent que les solutions sont possibles, qui vont toujours chercher plus loin de nouvelles pratiques de plus en plus innovantes, de plus en plus responsables, durables, on pense que ça peut être une bonne locomotive pour l'ensemble du monde de la petite enfance. Ouais, en fait, t'es vraiment une passionnée, toi. Tu cherches pas forcément juste à défendre ton label, mais plutôt à ce qu'il y ait une conversion de l'ensemble du secteur. C'est l'objectif. Et après, on ira vers d'autres cibles. Et donc, on a déjà une liste d'autres cibles qu'on veut adresser parce que ça ne sera pas la petite enfance. On a déjà, tu vois, en tête de faire des pilotes avec des lieux de vie pour personnes handicapées, avec des lieux de vie pour personnes seniors. Et c'est pour ça que tu as changé de nom. Tu es passé de Écolo-crèche à La Belle Vie. C'est que déjà, on a commencé à accompagner des assistantes maternelles. Et donc, il y en a une 50aine aujourd'hui qui sont engagées dans la démarche. On a commencé à accompagner des centres de loisirs. Il y en a aussi 70, je crois, dans la démarche. Et ensuite, on a les personnes handicapées, les seniors. On a même en tête de travailler avec des prisons, parce qu'on avait été contacté par le ministère de la Justice il y a quelques années et qui avait identifié notre démarche comme étant une option possible pour remettre un peu de qualité de vie dans les établissements pénitentiaires. Il y a une étude américaine qui montre que les prisonniers passaient plus de temps à l'extérieur que les enfants, donc il fait un peu froid dans le dos. Oui, on pense que ce média qui est la nature peut être aussi un support de réhumanisation de ces lieux qui sont un peu particuliers, qui sont les prisons. Tu me fais penser à un de mes livres de chevet, tu dois te souvenir de Tistou les pouces verts qui vient mettre des fleurs dans la prison, non ? C'est un peu ça. Je conseille cette lecture à tous les auditeurs, Tistou les pouces verts, que j'ai lu quand j'étais en primaire et je l'ai relu à ma fille il y a pas longtemps et c'est vraiment un très beau livre précurseur parce que il a écrit ce bouquin il y a quand même assez longtemps et en fait c'est hyper actuel, c'est assez impressionnant. En tout cas, moi, je me souviens très bien, Claire, quand j'ai créé la Girafe étoilée, donc en 2012, j'étais en création. J'ai ouvert en janvier 2014. Et je me souviens d'avoir rencontré tes équipes. Alors, je ne sais pas si c'était toi, parce que j'ai une mauvaise mémoire. Mais moi, c'est vrai que je suis très écolo. Je suis, tu l'as compris, éco-anxieuse en plus. Et je tenais à ce qu'il y ait de l'écologie dans mes crèches, même si je voulais aussi, en parallèle de ça, vu que je suis une ayatollah de l'organisation du travail, je voulais aussi que l'écologie ne devienne pas le projet pédagogique de l'équipe et qu'elle puisse en fait se saisir des enjeux du développement durable, mais sans que ça devienne leur obsession et qu'on puisse plus penser qu'à ça. Donc typiquement, nous, quand on a créé la Girafe étoilée, j'avais appelé ça tout de suite les crèches durables, donc dans les années, je te dis, 2012-2013. Et puis ensuite, j'ai essayé de mettre un maximum d'écologie dans la vie des tout-petits, comme je disais. Donc avec des produits comme le sol en caoutchouc naturel. Ça pouvait être aussi dans tout ce qu'on achetait, en fait, qui était en bois, qui était fait en France, etc. Et puis les gammes de repas aussi, qu'on essayait de prendre un maximum dans le local ou dans le bio. Et puis ensuite, on a fait le projet qui m'a valu beaucoup de blagues. Les gens me disaient « mais t'es folle !» C'était les couches lavables. Donc nous, on a réussi à mettre en place les couches lavables. Et c'est comme je te dis, pour moi, l'important, c'était que les couches lavables ne deviennent pas la préoccupation principale de l'équipe. C'est les couches lavables, un matériel qui demande énormément d'investissement un peu émotionnel, un peu intellectuel, un peu organisationnel. Donc j'ai tout mis en place pour que ça devienne juste des couches et qu'il n'y ait plus de questions à se poser quand on les utilise, qu'on ne soit pas tout le temps en train de se dire comment ça marche, qu'est-ce que je vais en faire, je vais la poser où, je vais la ranger comment, à quelle heure je vais la plier, etc. Donc je pense que l'écologie, pour moi, ça doit faire partie en fait de la vie de la crèche, mais ça doit être intégré comme c'est comme se brosser les dents, quoi. Ça ne doit pas devenir un sujet qui doit nous faire perdre notre temps professionnel auprès des enfants. Tout à fait. Je pense qu'on réussit quand on sait tourner la contrainte de la pratique écologique en bénéfice. Par exemple, la couche lavable, ça peut être... on nous dit souvent, oui, c'est plus long à mettre. Et des professionnels qui ont l'habitude des couches lavables disent, bah oui, mais justement, c'est un temps privilégié avec l'enfant. Tu vois, et quand tu dis, ben oui, c'est plus long, ou c'est comme fabriquer des choses soi-même, oui, ça prend du temps. Si tu le fais avec plaisir et que tu le fais avec les enfants, ça devient un temps de partage avec l'enfant, un temps d'expérimentation avec l'enfant, qui est un plaisir plus qu'une contrainte. Et c'est vraiment arriver, on a réussi, on gagne, je trouve, quand on arrive à tourner comme ça la situation et faire d'une contrainte un moment privilégié.
Et c'est remettre le bon sens dans notre vie. Complètement. Tu vois, moi j'ai des chiens, ah là là, faut les promener. Ah oui, mais quel plaisir de les promener. Moi, mes chiens me sauvent pour me redonner un rythme vital. Puis le chien qui reste 5 minutes au même endroit pour renifler, oui, où est le problème? Du coup, moi, ça me permet de redécouvrir des toits, des petites fenêtres, des arbres. L'écologie, c'est tout sauf une contrainte. L'écologie, ça doit être une façon de redécouvrir nos racines, notre être, notre connexion à nous-mêmes. Oui, et je pense qu'on a cette course contre la montre un peu absurde, surtout je pense dans les milieux urbains, dans un certain type de travail aussi, quand on n'est pas du tout dans le travail manuel, etc., où on court contre la montre, ça n'a pas toujours beaucoup de sens. Et parfois, ça peut être se maquiller le matin ou se coiffer, où on se dit « Oh là là, la barbe, j'ai pas envie, ça va me prendre 5 minutes ». Et alors qu'en fait, ça devrait être des moments de plaisir où on prend soin de soi. Donc c'est comme pour tout en fait. Si on voit tout par le temps que ça prend, c'est sûr que l'écologie, ça va pas être très intéressant. Alors que si on se dit que si on reprend un peu le bon sens initial qu'on pouvait avoir dans nos vies, on n'est pas obligé de tout faire en 4e vitesse. On peut aussi faire les choses avec le temps qu'elles prennent et retrouver le lien aux choses simples de la vie. Et c'est vrai que faire un change, c'est une des activités les plus importantes qu'on a avec un enfant. C'est quand même une partie majeure du soin à l'enfant. Donc on n'a pas besoin de le faire vite en fait. En tout cas, c'est pas le but. Je pense que ces démarches-là permettent de re-questionner, parce que les professionnels qui le font à la chaîne, l'idée c'est pas de les culpabiliser du tout, c'est de dire d'accord, on re-questionne, on fait ça, et pourquoi on le fait comme ça, et est-ce que j'ai pas un autre moyen de le faire? Et nous, ce qu'on dit souvent, parce que le label est important, c'est une façon de valoriser des professionnels, un collectif qui a œuvré ensemble et qui a fait beaucoup d'efforts et qui génère beaucoup d'impact. Mais s'il y a un point qui est essentiel dans la démarche écolo-crèche, c'est vraiment le questionnement qu'on peut apporter. Un questionnement bienveillant et en montrant qu'il existe des alternatives, que chacun peut choisir ses alternatives. Donc nous, on n'a pas de dogme. La couche lavable, jetable, compostable, jetable. Il faut que chaque équipe trouve sa solution à l'instant T. Maintenant, on est très clair sur les impacts que ça a. Mais chacun choisit en fonction de ce qu'il peut faire. Et si tu choisis la couche jetable et que par ailleurs tu fais d'autres activités, d'autres actions qui vont réduire ton impact, l'idée aujourd'hui c'est vraiment de progresser. Il est urgent qu'on progresse. Il n'est pas possible de tous devenir vertueux à 100% et on ne veut pas d'un monde comme ça. La diversité de notre monde, c'est riche de chaque situation et il est urgent que tout le monde progresse et que tout le monde fasse un effort, y compris ceux qui sont déjà assez verts. Continuez. C'est de l'amélioration continue et en aucun cas on veut culpabiliser qui que ce soit. Je suis comme toi dans mon podcast. Pour ce qui est des professionnels, pour moi, ça vient pas d'eux. En fait, les professionnels qui vont changer les enfants à la chaîne, c'est pas parce qu'ils veulent changer les enfants à la chaîne. Et j'essaye d'accompagner plutôt les gestionnaires en leur donnant à eux l'impulsion pour qu'ils puissent mettre en place quelque chose qui permette à leurs professionnels de le faire autrement. Parce que les professionnels, eux, on sait qu'ils n'ont pas envie de le faire à la chaîne. C'est pas eux qui impulsent en fait cette façon de travailler. Ils sont en fait pressurisés par notre fonctionnement aujourd'hui, notre financement aussi qui pressurise les professionnels avec un fonctionnement où il faut être toujours dans le rendement, on n'a plus beaucoup de temps hors enfant, et donc je pense que c'est aux gestionnaires, c'est aux managers et surtout aux gestionnaires des crèches de penser le temps autrement pour que les pros puissent faire les choses dans un temps normal et être moins à la chaîne. Peut-être faire moins d'activités, par exemple, et prendre plus de temps pour faire un change. Tu vois, on n'est pas obligé de faire le cours d'anglais à 10h30, quoi. On peut aussi juste prendre plus de temps à faire les choses tranquillement, parce que c'est du temps de qualité qu'on va passer à faire un change, par exemple. 100%, ça ne veut pas dire nécessairement tripler le staff. C'est finalement, qu'est-ce que les professionnels font de leur temps? Où est-ce qu'on investit le temps qu'on a? Mais ça, c'est une responsabilité qu'on a chacun. Et quand on voit le temps qu'on passe devant des écrans, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on n'a pas autre chose à faire? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux aller promener son chien ou se balader le nez au vent? Oui, peut-être qu'on se met beaucoup d'activités. Mais on le sait, les enfants ont besoin de buller, de s'ennuyer, de rêver aussi. Donc, ouais, clairement. Et ils n'ont pas besoin de faire autant d'activités. Par contre, ils ont besoin qu'on prenne le temps de prendre peut-être 20 minutes à s'habiller pour aller dans le jardin au lieu de leur mettre les chaussures en 4e vitesse pour faire les 10 minutes dans le jardin, etc. On peut prendre plus de temps à s'habiller,
prendre plus de temps à faire l'échange, prendre plus de temps à prendre le repas, à se débarbouiller. Et c'est peut-être ça, en fait, qui constitue les activités les plus intéressantes pour les enfants, quoi. Donc, on n'est pas obligé d'aller chercher très, très loin. Bon, en tout cas, moi, je crois que je vais prendre un chien, Claire, parce que j'ai pas de chien. Mais tu m'as convaincue. Pour clôturer cet épisode, est-ce que tu peux me dire un peu ce que ça représente pour une crèche quand elle se dit, tiens, si j'allais voir la belle vie, il se passe quoi pour elle? Déjà, j'imagine qu'elle remplit un petit formulaire sur Internet et qu'ensuite, elle rentre dans une démarche. Oui, alors elle prend contact avec des gens qui sont là pour expliquer la démarche parce qu'il faut comprendre en quoi ça consiste, quelles sont les étapes. Et donc, on a des gens qui s'occupent de ça chez nous, qui organisent des webinaires de présentation, des webinaires qui sont évidemment interactifs. Et puis après, ces personnes-là accompagnent le gestionnaire ou la directrice pour bien préciser quel est le projet, qu'est-ce qu'il veut faire, sur quoi il veut travailler, etc. Chacun va définir sa feuille de route en fonction de ce qu'il a envie de faire. Est-ce qu'il va plutôt travailler sur ses repas, sur ses activités voilà, il peut choisir en fait ses thématiques. Le but, c'est quand même d'être labellisé à la fin. Alors le but, c'est de progresser et la progression donne accès au label. Et ça prend combien de temps d'avoir le label en général? Alors c'est entre 1 an et 3 ans, à peu près 18-24 mois en moyenne. Et quand tu l'as, c'est ad vitam aeternam? Ah non, c'est remis en question tous les 3 ans. Il faut à nouveau avoir progressé. Et oui, il y a des audits de contrôle qu'on réalise à toutes les étapes. Parce que les gestionnaires, les professionnels font un diagnostic en ligne et c'est eux-mêmes, c'est un autodiagnostic, ils répondent à des questions. Et donc nous, on vient contrôler qu'ils ont bien répondu aux questions, essentiellement qu'ils ont bien compris l'intitulé de la question et qu'ils ont bien mis la bonne information. On fait aussi des audits de contrôle au cas où il y en ait qui veuillent tricher, ça n'arrive pas. Toi, je sais que tu es une vraie passionnée. Moi aussi, je suis une vraie passionnée. Mais j'imagine que tout le monde ne l'est pas. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres motivations qui poussent des gestionnaires à venir vers vous? Ou est-ce que c'est souvent des passionnés d'écologie Alors, en tout cas, bon, il y a des passionnés. On les a eus, on en a beaucoup eu au début et on continue d'en avoir parce qu'il y en a toujours. Il y a des gens qui ont des convictions et qui se disent qu'il est important d'agir, un peu un devoir, tu vois, de citoyen. Et puis, il y a des gens qui suivent un peu la vague en se disant il faut y aller. Et puis, il y en a, mais ils sont vraiment minoritaires, qui font ça par opportunisme parce que ça peut amener une image. Tu vois, ça s'appelle le greenwashing, quoi, dans d'autres activités. Donc, mais franchement, ils sont minoritaires et ils restent pas. Ils restent pas parce que on demande tellement aux professionnels et aux équipes de participer, de justifier, et puis on fait du contrôle, tu vois, de plus en plus. Donc c'est vraiment extrêmement minoritaire. Après, tu peux te convertir. Tu peux venir au départ par opportunisme et finalement adhérer au projet. Alors, en général, il y a un peu de motivation ou de citoyenneté ou de responsabilité, tu vois, quelque part au fond. Et puis tu y viens parce que tu dis, bon, allez, il faut y aller, je pense que c'est important, mon équipe le demande, ou les parents, ou la collectivité m'incite. Et puis après, on devient fan. Tu vois, par rapport à ce que tu dis, moi j'étais assez surprise par les réactions de l'entourage, donc mon environnement professionnel. C'est-à-dire que moi, ça me tenait vraiment à cœur. J'avais vraiment mon bras droit dans l'équipe, Aurélie, qui était passionnée d'écologie aussi. Mais après, si je regardais un peu plus loin, le reste de l'équipe, comme les parents, c'était plus partagé, c'était plus mitigé. Il y avait des parents, pour eux, il faut absolument aller dans cette crèche parce qu'on voit qu'il y a un côté très responsable, donc on adhère, on adore, voilà, nous aussi, on est comme ça. Voire, ils allaient exiger encore plus. Il y en a d'autres, c'était oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ils mettent pas des essuie-mains jetables? Pourquoi ils lavent les serviettes? C'est pas propre. Les couches lavables, mon Dieu, elles sont pas individuelles, donc ça veut dire que les enfants ils vont mettre les couches de ma fille, c'est pas propre, etc. Donc ça, on pouvait avoir des réactions très mitigées parfois de certains parents. Donc ça m'a beaucoup surprise parce que moi je voyais ça que comme un plus, donc je pouvais pas imaginer que quelqu'un me dise non mais nous on préfère avoir des pampers que des couches bambou ou je sais pas quoi. Et puis d'un autre côté j'avais des pros aussi pour qui clairement faire le tri sélectif ou ce genre de choses elles voyaient pas l'intérêt. Et puis à chaque fois qu'on enlevait un truc jetable, on se rendait compte que finalement elle mettait 2 fois plus de gants vinyle ou tu sais les gants en plastique jetables aussi là qu'on n'utilise qu'une fois. Finalement il y avait des pros pour qui c'était un projet qui les intéressait. Mais il y en avait d'autres qui rechignaient, voire qui allaient un peu savonner le terrain.
Voilà, il y avait de tout, quoi. Et du coup, toi, est-ce que tu as pu observer dans les crèches que tu accompagnes l'impact sur l'équipe, les réactions? Bien sûr, il y a de tout aussi, hein. Il y a des très motivés et puis des moins motivés. La méthode fait que on vient avec un certain degré de liberté et donc tu n'es pas obligé d'adhérer tout de suite, tu vois, et de te sentir impliqué à 100%. C'est comme ça dans les familles, c'est comme ça dans la vie, c'est comme ça dans les équipes. Il y a des gens qui sont plus moteurs que d'autres sur des sujets. Ce qui est intéressant dans la démarche qu'on propose, c'est qu'il y a tellement de sujets. Tu vois, nous, on l'a classé en 17 items. Donc, tu as le bâtiment, les activités, l'alimentation, les déchets, la formation professionnelle. Il y a tellement de sujets que, en général, tout le monde trouve quelque chose, un intérêt. Mais je crois que tu as fait intervenir Pierre Moisset, qui est sociologue et que j'ai déjà interviewé sur ce podcast, et qu'ensemble, vous avez pu aussi constater qu'il y avait un vrai impact sur l'équipe et sur la rétention des salariés. Nous, on a plein de problèmes dans les micro-crèches de turnover, et le fait de s'investir dans un projet commun comme ça peut être aussi un levier pour garder nos salariés, quoi, clairement. Tout à fait. En fait, on a montré qu'il y avait une réduction des absences des professionnels. Ça, c'est quelque chose qu'on mesure régulièrement. Et on s'est posé la question pourquoi. Et avec Pierre Moisset, on a fait une étude pour comprendre un peu les raisons. Et effectivement, les professionnels ont un sentiment d'appartenance quand ils sont engagés dans un projet de ce type. Alors, Écolo-Crèche en est un, et il y a d'autres projets. Et ils ont le sentiment de mieux faire leur travail, d'accueillir les enfants dans des meilleures conditions. Donc, ça les rend plus fiers. Voilà. Et pour toutes ces raisons, les professionnels sont plus contents, plus heureux, plus épanouis quand ils sont dans ce type de projet. Et donc, ont moins tendance à quitter l'établissement. Ce qui est intéressant, c'est que c'est mesuré. Là, c'est pas juste une intuition, en fait. Tu l'as vraiment fait mesurer par un sociologue. Je pense que si on veut garder nos pros, pourquoi pas faire appel à la belle vie. En ce moment, on a vraiment ce problème de qualité de vie au travail. C'est un des projets, en fait, en ce moment, qui peut mobiliser une équipe. Pourquoi pas faire appel à vous, à la belle vie. Moi, ce que je trouve assez touchant, c'est que tu étais déjà là quand je suis arrivée dans ce secteur. Donc, je vois que tu es une passionnée qui lâche pas le morceau. Tu étais un peu plus dans l'ombre à l'époque, quand je suis arrivée en 2007. Tu n'as jamais arrêté, en fait. Tu as continué. Et maintenant, La Belle Vie, c'est devenu un très gros projet. En fait, c'est une grosse association. Donc, tu as vraiment fait ta place. Ton accompagnement des crèches, il est vraiment soutenu. Et qui ne connaît pas La Belle Vie aujourd'hui dans le secteur de la petite enfance. Vraiment, je te remercie, je te félicite, je ne sais pas comment dire, pour cet engagement, parce que je sais que c'est un engagement très sincère. Justement, on est très loin du greenwashing, du marketing, et ça, c'est vraiment un engagement que tu fais par passion. C'est très noble, en fait, comme engagement. Donc, tu ouvres la voie avec tout cet optimisme que tu arrives à donner aussi à des gens qui sont beaucoup plus éco-anxieux comme moi. Et pour ça, je te dis merci. Est-ce que pour finir, tu as quelques mots encore à adresser à nos auditeurs qui sont pour la plupart des pros de la petite enfance, des gestionnaires de crèche ou des formateurs? Oui. Alors, merci beaucoup, Amal, pour ton retour. Ça me touche beaucoup. Je tiens à dire que nous ne sommes pas parfaits, hein, malgré tout ça. C'est que on a beaucoup de motivation, beaucoup d'engagement. On se donne beaucoup de mal, mais changer d'échelle, ça génère aussi, tu vois, des efforts. Ça nous demande beaucoup d'efforts. Et donc, à nos adhérents, je demande de l'indulgence parce que voilà, on grandit ensemble et que c'est effectivement pour la bonne cause. Qu'est-ce que j'ai à dire ? Oui, que c'est faisable. Il faut, en fait, c'est vraiment ensemble qu'on va y arriver et qu'on va réussir à transformer cette société et en faire la société dans laquelle on a envie de vivre, dans laquelle on a envie que les enfants dont vous vous occupez vivent. Et je pense qu'on a vraiment les choses en main. Donc, voilà. Donc, il faut y aller maintenant. Il faut y aller, il faut pas lâcher, que ça soit le projet sur un sujet local, il faut foncer. Tu vois, on faisait les coccinelles d'or hier. C'est des projets qui peuvent être sur un sujet, sur plusieurs sujets. Enfin, il faut y aller et en général, c'est quand même beaucoup de plaisir, beaucoup de mobilisation d'équipe, beaucoup de valorisation. Voilà, il faut trouver le souffle et y aller. Les coccinelles d'or, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, c'est un nouveau prix à lancer avec Catherine Lelièvre pour récompenser justement les démarches des crèches. Et hier, c'était le printemps de la petite enfance, donc l'épisode, quand il sera diffusé, ce sera dans quelques semaines. Mais aujourd'hui, en fait, on est le 26 mars et hier, le 25 mars, on était au ministère des Solidarités. Et vous avez remis les coccinelles d'or à plusieurs crèches. Et c'est vrai que c'est des beaux moments de reconnaissance aussi pour nos pros de terrain, nos pros de la petite enfance.
quand ils ont des prix comme ça, ils sont mis un peu plus à l'honneur. Donc ça aussi, c'est vraiment cool comme projet. N'arrête pas surtout d'innover, de nous faire découvrir de nouveaux projets, de nouvelles crèches et de nouvelles façons de nous approprier le développement durable et l'environnement dans les crèches, Claire. Voilà, je mettrai tes coordonnées dans les notes de l'épisode pour les auditeurs. Chers auditeurs, n'hésitez pas à venir dans les notes de l'épisode pour trouver les coordonnées de La Belle Vie et de Claire et à nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode. À bientôt Claire. Merci Amal, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et que tu en ressors inspiré. Si c'est le cas, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Parle-en autour de toi et surtout laisse-moi une note 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. À la semaine prochaine.